Kémy Séba a jeté l'éponge. On aurait souhaité que ça aurait été intéressant de voir cet échange entre deux écoles, ou une école et une non-école. On aurait peut-être ri, peut-être aurions-nous eu des surprises. Nous allons parler donc aujourd'hui, je l'ai dit, de Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances du Bénin, qui a été désigné candidat pour le parti au pouvoir, pour la coalition au pouvoir. Ce sont deux partis, je crois, qui l'ont désigné comme leur candidat. Et d'ailleurs, c'est la première fois d'ailleurs en Afrique que je vois que le parti au pouvoir désigne son candidat avant l'opposition. Que c'est ça la mission qui reste au parti de l'ancien président Boni Yahi, de désigner maintenant son candidat. Ils auront du mal à trouver un profil, pas qu'ils auront du mal, enfin ils doivent quand même être à la hauteur parce que ce profil est un bon profil. Le profil de ce monsieur est un bon profil, le profil de monsieur Wadani est un bon profil. C'est un bon profil parce que c'est quelqu'un qui a une expérience maintenant politique interne de 9 ans. Il a été nommé ministre de l'économie et des finances de Patrice Talon depuis l'arrivée de Patrice Talon. Donc, il connaît comment fonctionne son pays, son administration, d'où rentre l'argent, où il sort. Il connaît le réseau mondial. C'est très bien d'entraîner les gens comme ça pour qu'ils deviennent un jour vos successeurs ou quelqu'un. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Bonsoir Kizito, bonsoir. C'est le profil parfait, tu as tout dit. C'est le profil parfait pour le Bénin aujourd'hui, pour continuer le travail. Même si je ne suis pas pour Talon, je trouve qu'il est parfait pour succéder à lui. Je ne sais pas si l'opposition pourra trouver un profil comme ça. Je voudrais dire aussi que depuis 1990, il n'y a pas eu de candidat ayant ce profil-là au Bénin, même s'il y a beaucoup de technocrates au Bénin, ce profil-là n'a pas existé, à moins de me tromper. Oh, Lionel Zinsou, c'est pas petit, hein? Oui, Lionel Zinsou, tel qu'il est venu... Il a géré des fonds d'investissement importants, il est conseiller dans beaucoup d'organismes, dans beaucoup de think tanks. C'est pas petit, Zinsou, hein? Mais il n'a pas été ministre, voilà. Il a été Premier ministre, excuse-moi. Il a été Premier ministre. Oui, il a été Premier ministre. Il est venu pour être Premier ministre, pour ça, être candidat. C'est ça, ouais. Du coup, l'opposition béninoise, aujourd'hui, a beaucoup de mal. Il y a des jeunes de l'opposition qui essayent d'émerger, mais il y a les vieux de la politique béninoise qui ne veulent pas s'éclipser, notamment Boni Yahi, qui pèse de tout son poids sur le parti de l'opposition, et qui visiblement est un peu embêté. Il a vraiment un poids. Oui, il a un poids. Boni Yahi a un très grand poids aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, Boni Yahi aujourd'hui, c'est un animal politique. Il s'impose. D'accord. Vous voyez, du coup, il y a des jeunes du parti de Moi, chaque fois que je vois des vidéos de Boni Yahi ces derniers temps, c'est seulement dans la prière. Je croyais qu'il s'était rangé. Un papa qui fait ses prières. Boni Yahi ne peut pas vivre sans faire la politique. Du coup, ils ont du mal parce qu'il leur faut un jeune. Et les jeunes qui sont à leur sein, qui se trouvent pas mal, même si ils n'ont pas eu la carrière de Wadani, mais quand même, ils ont de la matière. Mais ces jeunes, ils n'arrivent pas à les laisser s'exprimer. Parce que laisser ces jeunes s'exprimer, c'est que toute la vieille politique béninoise va s'éclipser. Et ils ont du mal à l'accepter. Boni Yahi a du mal à l'accepter. Par exemple, il y a un jeune du parti de l'opposition dont le nom est beaucoup cité aujourd'hui. Il s'appelle Noureddine Sakassale, NDSS. C'est lui qui est beaucoup plus cité aujourd'hui. C'est vrai qu'il ne fait pas le poids devant Wadani, mais je pense que c'est le mieux qu'ils peuvent avoir dans l'opposition aujourd'hui. Encore faut-il qu'il s'impose au sein de cette opposition comme le candidat de l'opposition. Parce que entre eux, le débat est toujours là. Ils se sont déjà attendus pour éliminer Kémy Séba, c'est déjà ça. Maintenant, laisser s'exprimer les jeunes talents du parti. C'est eux qui ont éliminé Kémy Séba? Oui, ils l'ont éliminé. Kémy Séba leur a tendu la main. Non, Kémy Séba a fait une vidéo où il a dit qu'il n'a jamais dit qu'il serait candidat. Donc, comme si on n'avait pas entendu ce qu'il avait dit. C'est-à-dire que ces gens montent en plein jour. Ils montent en plein jour.
C'est comme si elle n'était pas là, quoi. Il a dit non, les médias manipulés par la France font croire que j'étais candidat, j'ai jamais dit ça. Ah, Kémy Séba, à l'heure de la VAR, là où nous tous sommes les enregistrements. C'est le moment pour moi de remercier un type à NAF qui a fait un très bon montage. ça faisait le ridicule. Du coup, tous les regards sont fixés maintenant, sont dirigés vers l'opposition. On attend leur candidat. Et apparemment, ils ont du mal. Parce que c'est comme un coup de massue, ils n'ont pas vu venir. Ils n'ont vraiment pas vu venir l'annonce Parce que eux, pendant longtemps, ils ont fait campagne sur un éventuel mandat, un éventuel troisième mandat du talent. Bien que le monsieur ait tout le temps dit qu'il ne ferait que 2 mandats, mais ils ont fait tout le temps, ils ont passé le temps, on dit, en fait, ils projettent faire un 3e mandat. Du coup, cette annonce de candidature, c'est comme un coup de massue. Personne ne s'y attendait, un samedi soir, comme si de rien n'était, et c'est sorti comme ça. Et c'est très rare que ce soit le parti au pouvoir qui montre son candidat en premier. Même quand c'est le président sortant, il est le dernier. C'est très rare. Oui. Pendant longtemps, l'opposition nous a chanté qu'on les empêche de nommer leur candidat. Mais ça, c'est en leur sein. Ils étaient là, tergiversés jusqu'à... C'est le parti au pouvoir qui a donné le coup d'envoi maintenant. On les attend. On peut dire que pour le moment, c'est 1-0. On attend qu'ils centrent. On verra ce qu'ils feront. C'est ça. Ok, je vais prendre un peu de temps pour vous faire écouter. J'ai reçu des vidéos, mais qui sont vieilles. Je crois que ça faisait 1 an et demi que Ouadani était ministre et qui expose un peu ce qu'il a fait pour lutter un peu comme contre les fraudes, les détournements de l'État. C'est 3 petites vidéos de 3 minutes. C'est le Touré Tachaba. Il va supporter un peu qu'on les écoute comme on fait de temps en temps ici. On écoute donc le candidat Romuald Ouadani. Là, il est à 1 an et demi de son arrivée. Il était en train d'expliquer. J'ai essayé d'évaluer le temps quand il parlait de ça. On l'écoute. Pourquoi le micro est fermé? Je le déclare. Pas, mais que les fonctionnaires sont payés. Et il n'y a pas d'impayés au niveau des prestataires. Sachez que l'argent qui ne circule pas, c'est ces milliards que je vous ai dit tout à l'heure qui sont dilapidés. L'organisation des examens concours, on parlera tout à l'heure du secteur de l'éducation, mais quand nous sommes arrivés, donc en avril-mai, nous avons regardé le budget, puisque c'était à la veille de l'organisation des examens, sur instruction du chef de l'État, nous avons regardé en détail l'organisation des budgets, et nous nous sommes aperçus que les budgets sont faits avec un certain nombre de candidats. On dit, bon, l'année prochaine au bac, on aura 150 000 candidats. Donc on dit, voilà, sur cette base, on aura 150 000 copies, tel nombre de correcteurs, etc. En programmation. Donc avant, on va dire 9 mois avant. Très bien. Mais quand vous êtes à 3 mois de l'organisation des examens, vous savez combien de personnes sont inscrites. Vous devez réajuster. Mais on ne réajustait jamais. Et comme on était dans un environnement où tout était cash, on prenait l'argent, on donnait, et on se partageait, quand bien même on a corrigé moins de copies, il y a eu moins d'étudiants. Donc en revoyant juste ce principe-là, nous avons économisé l'année passée 5 milliards sur l'organisation des examens, et les examens ont été tenus à bonne date, et vous avez vu vous-même les résultats des examens. 5 milliards d'économie directe. Nous avons mis en place un dispositif de compte unique du Trésor. Vous vous rendez compte que des structures de l'État créaient des comptes en parallèle dans les banques privées. Il y a plus de 150 comptes bancaires, ce qui fait que l'argent, votre argent, l'argent du contribuable, pouvait sortir du Trésor, aller dans les comptes de banques commerciales et être dépensé sans aucune visibilité, sans aucune traçabilité. Donc nous avons répertorié, recensé tous ces comptes et procédé à l'analyse de ce qui se passe là-dedans et à la fermeture les uns après les autres de tous ces comptes-là. Nous avons fait l'audit des chèques certifiés du Trésor. Vous avez des impôts à payer, vous amenez un chèque certifié. On prend le chèque, mais au lieu d'aller l'encaisser, on le met dans les tiroirs et c'est jamais encaissé. Et donc l'État a perdu de l'argent. Et donc il y a eu 10,5 milliards de chèques. Donc des personnes qui ont considéré qu'ils ont payé le dû au Trésor en donnant un chèque certifié, mais en complicité avec un peu l'administration et peut-être même des banques, puisque les chèques certifiés n'étaient jamais compensés au niveau des banques. Et il y en a qui dataient de plusieurs années. Donc tout ça a été nettoyé également et ça a généré une économie du cash rentré pour 10,5 milliards. Afin de limiter l'interaction entre l'administration et le contribuable, nous avons mis en place automatiser les paiements des factures des prestataires, tout par virement,
mis en place à partir du 1er janvier, nous sommes en test à partir du 1er janvier, un système où l'État vous doit de l'argent, avec votre téléphone, vous recevez l'information sur SMS, vous interrogez la banque, vous savez où votre dossier, vous n'avez plus besoin d'aller voir les gens du Trésor, etc., etc. Nous sommes dans une logique de fermer les trous de déperdition. Nous sommes dans une crise économique sans précédent, les recettes ne sont pas là. La meilleure façon de faire, de financer la part du budget national du PAG, c'est d'une part de sécuriser le peu de recettes que nous avons et d'autre part de bien dépenser ce que nous avons. Et pareil au niveau des impôts, pareil, vous avez appris, il y a une douzaine de collaborateurs. Je pense que nous sommes le gouvernement qui avons mis le plus de fonctionnaires véreux en prison en 18 mois. Il y a 12 collaborateurs qui avaient un système de vol des chèques, qui créaient des crédits d'impôt fictifs et qui prenaient des chèques de paiement d'impôt. On va donner la parole à Chabin et nous allons écouter notre extrait après Chabin. C'est mieux de faire comme ça que d'écouter les 3 extraits de 3 minutes que nous avons après. Chabin, c'est à toi. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, hier soir, la nouvelle, enfin, moi, la nouvelle, j'ai eu hier soir. Effectivement, moi, personnellement, j'avais une petite peur parce que quand on a fait une rétrospective du mandat de M. Talon, puisque on va pas se mentir, hein, le mandat il est fini. Hein. Le mandat il est fini. Là, les gars ils sont en campagne. Hein. À quelques mois de l'élection, les mecs ils font plus rien. Hein. Ils sont en campagne, donc le mandat il est fini. Donc je me demandais qui c'est qui aurait été choisi pour succéder à ce monsieur. Et parce que tout le monde sait qu'il a mis la barre plutôt très haut. Et alors au départ, je croyais que c'était, je pensais au porte-parole, puisque c'était le plus en vue. Et puis, mais je m'étais jamais intéressé à ce ministre, le ministre des Finances. Et effectivement, quand la nouvelle est tombée, je suis allé voir le CV de ce monsieur. Et je ne suis pas surpris pour le Bénin, parce que c'est un pays qui sort beaucoup d'intellectuels de chez eux. Mais par contre, j'ai vu le parcours. Le parcours, il a aucune fausse note, quoi. Ça veut dire que sort d'un grand cabinet, il a fait une grande école en France. Après, il a fait un grand cabinet, il a fait Harvard. Il est monté en grade dans ce cabinet à plusieurs reprises. Hein. À plusieurs reprises, il est monté en grade dans ce cabinet. Il a ensuite touché à la politique. Les 2 mandats de M. Talon, il a été renouvelé. Et c'est là où je me suis dit, effectivement, quand j'ai vu la feuille de route, les 2 feuilles de route du président Talon, j'ai regardé les feuilles de route, j'ai regardé les graphismes, j'ai regardé les projets, j'ai regardé le financement. Effectivement, le fameux cabinet, je l'ai vu dans les sponsors, puisqu'il y a eu des universités et des cabinets et beaucoup d'autres personnes qui ont participé à élaborer cette feuille de route, ce programme, quoi. Et j'ai vu ce cabinet apparaître, mais je ne me suis pas trop intéressé à ce cabinet. Et puis, c'est là où je me suis dit, mais je comprends pourquoi cette feuille de route était aussi précis, quoi. Parce que j'étais moi-même bluffé de la précision qu'il y avait dans cette feuille de route, quoi. Chaque financement, que ce soit de la CEDEAO, que ce soit du FMI, que ce soit des fonds propres, hein, de l'État de machin, ou bien des fonds privés aussi, des fonds machin. Chaque financement, c'était tellement précis, c'est là que je comprends, effectivement, si c'est ce monsieur qui était derrière, si c'est ce monsieur Romuald qui était derrière ça, effectivement, je comprends pourquoi ce programme était aussi bien fait, quoi, puisque le mec, il a travaillé. Je rappelle que ce cabinet, c'est un spécialiste en audit, en finance, en assurance aussi, mais tout ça dans
pour les grandes entreprises, pour les États, pour les grandes entreprises, pour tout, quoi. En fait, c'est, voilà, quoi. C'est vraiment un grand cabinet, quoi. C'est un cabinet qui date des années, oh là là, de très longtemps, quoi. Qui a fait ses preuves en machin. Donc, tout ça pour revenir à ce monsieur, je pense que c'est effectivement, apparemment, il n'y a pas eu de ce que j'ai entendu, hein, parce qu'on vous dira jamais les bruits de couloir, hein. On vous dira jamais en interne ce qui s'est passé. En tous les cas, le gouvernement dit qu'il n'y a pas eu de, comment dire, qu'il a fait l'unanimité, quoi. Il n'y a pas eu de discours, il n'y a pas eu d'accrochage, que c'était évident, quoi. Donc, bon. Maintenant, on va attendre ce que l'opposition propose, mais pour moi, c'est un très bon profil, quoi. Eddy, c'est un monsieur Eddy, je crois. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mais moi, j'ai compris par son discours que pour le réussite, ils se sont basés sur la lutte contre la corruption et la modernisation de l'administration. C'est ce que j'ai pu comprendre sur ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Alors, ça veut dire... Pas vraiment, mais bon, là, c'est un discours qu'il a fait, c'était il y a quelques années, pour faire le point de là où il en était en ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est ce discours-là qui va continuer. Bon, enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Merci pour m'avoir éclairé. Parce que moi, je l'ai compris comme ça. Parce que il me semble qu'ils ont modernisé l'administration. Ils ont lutté contre la corruption. C'est déjà positif. Parce que ça, c'est un exemple pour toute l'Afrique. Mais il y a un deuxième exemple qu'on doit saluer. C'est le courage du président qui a accepté. Il pouvait manipuler la Constitution, comme tous les présidents africains le font, mais il ne l'a pas fait. Tu vois, c'est parce qu'il a eu confiance à sa jeunesse, il a eu confiance à son peuple. Parce que nous, Africains, parfois, ce qui nous retarde, c'est tel président peut s'éterniser au pouvoir parce qu'il a fait des infrastructures. Tu vois, mais tu vois, si nous tous, on a la mentalité qu'aucune personne n'est indispensable, une personne comme vous, Hervé, je peux dire que il y aura toujours des personnes comme vous, intelligents, qui savent faire quelque chose. Il y a aussi des Africains qui savent faire quelque chose, qui savent développer un pays, qui savent porter un projet. Alors, si nous tous, on se met à penser que tel président ne doit pas partir parce qu'il a fait des projets, qu'il a fait des routes, des autoroutes, mais l'Afrique ne va pas avancer. Si on prend l'exemple dans les pays développés, s'ils avaient cette mentalité, est-ce qu'ils allaient arriver là où ils sont? C'est pour cela il faut que nous tous les Africains, qu'on pense que quand une personne fait son chemin, il doit laisser la chance à d'autres personnes. Tu vois, on voit en Afrique des présidents qui restent 40 ans, 52 ans, ça ne fait rien à personne. Tu vois, des gens peuvent justifier parce qu'il est là, il a fait des routes, il a fait des choses. Pourquoi on pense comme ça? Parce qu'on est des Africains. Tu vois, un président aussi qui a fini son mandat, il s'en va. D'autres viennent comme s'ils ont la nostalgie de ce président. Il faut qu'on sorte de cette mentalité et que l'on encourage ce qui se passe au Bénin. C'est un exemple pour toute l'Afrique. Merci Hervé. Merci beaucoup Eddy. Moi je suis entièrement d'accord avec toi. Merci beaucoup Eddy. Allô, bonsoir à tous. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Ouais, moi je suis vraiment impressionné par les extraits que j'avais déjà entendus sur Internet. Vraiment, je pense que ce candidat-là touche le problème principal des pays africains, qui est forcément la gestion des finances publiques et puis la gabegie, la lutte contre toutes les formes de corruption et de gabegie. Il me rappelle forcément un ministre ivoirien qui était un ancien je crois, de Goldman Sachs, le ministre Abderrahmane, qui avait à peu près le même profil, un bon technocrate. Bon, je vais abonder un peu dans le sens de mon prédécesseur pour dire que même si ces personnes-là viennent pour mettre en œuvre des réformes, faut pas que les réformes-là cachent certains reculs démocratiques dans ces pays-là. Et impressionner les gens avec des réformes, c'est toujours bien parce que, comme j'ai dit, ça touche vraiment le problème de l'Afrique. Mais en même temps, faut pas que ça masque les problèmes démocratiques. Et puis, j'espère qu'il va faire preuve de plus
culture démocratique que son prédécesseur, même s'il faut féliciter Talon pour ce qu'il a fait, le fait de passer la main. On espérait bien aussi que ça inspire d'autres pays africains, en Côte d'Ivoire, que ça inspire d'autres pays africains de mettre des jeunes technocrates et que la vieille génération puisse vraiment quitter. Voilà, c'est un peu ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup. Sur le problème de la jeunesse, j'ai souvent dit que la jeunesse n'est pas... Cassil, ton micro, s'il te plaît. Voilà. La jeunesse ne veut pas dire compétence, mais jeunesse plus compétence, c'est vraiment toujours quelque chose de bon à prendre. C'est un bon avantage parce qu'il est proche de la population dont il parle. Hein, ils ont les mêmes problèmes. Il y a un chiffre dont je vous ai parlé il y a 2 ou 3 jours. En Afrique de l'Ouest et centrale, il y a 6 000 emplois. Il y a 6 000 demandeurs d'emploi jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. On n'en crée que 500 000. C'est des problèmes, des soucis qu'il a eu, lui, il y a 25 ans, quand il finissait ses études, et que quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans ne perçoit peut-être pas de la même manière. Donc, sa jeunesse, sa fraîcheur, le fait qu'il en a encore à donner, c'est quelque chose de très important. On peut revenir maintenant sur Kassim. C'est Kassim qui doit avoir la parole, c'est ça? Bon, Kassim avait fini. Kassim Ah, avait d'accord, fini. ok. Il y a Dorek qui est là. On va écouter Dorek, le supporter de M. Talon. Dorek, bonsoir. Bonsoir Kizito, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ouais, donc moi c'est pas une surprise pour moi, c'est celui sur lequel j'ai pensé, j'ai peut-être pas misé pour lui, mais au vu de ses compétences, au vu de l'assainissement qu'il a fait, c'est pas la première fois, il a été élu en 2024 meilleur ministre de l'économie et des finances de l'Afrique, hein, devant le Maroc, l'Angola, je crois, et ce genre de distinction. Voilà, donc pour moi, je le voyais, mais je me dis, bon, peut-être que la politique est dedans, mais il a le meilleur profil de tout, parce que tout le monde dans le gouvernement Talon, je pense que toute l'équipe a bien travaillé, et si de façon consensuelle, c'est lui qu'ils ont choisi, ben écoute, si c'est vraiment consensuel, ben écoute, il a les compétences qu'il faut, il est jeune, et puis voilà, c'est ce qu'il faut pour le Bénin. Et bon, les gens qui disent qu'on espérait, on pensait que à la dernière minute, non, ça c'est une mentalité qui a déjà, à mon avis, disparu en Afrique. Ce n'est plus possible. En Afrique, pardon, au Bénin, ce n'est plus possible. Même le grand supporter de Talon va y rêver, mais il voudra pas le proposer. Donc, les gens disaient Talon va se présenter, même certains opposants béninois que je retrouvais sur des panels, j'ai dit, mais cherchez autre argument. Le mec, vous vous battez contre un possible troisième mandat, mais vous vous trompez, cherchez autre chose parce qu'il se présentera pas. Vous allez vous retrouver ridicule quand vous allez battre votre campagne sur sa présentation à un troisième mandat. Et j'ai entendu les gens dire que M. Kapatala qui a parlé qu'il y a eu un recul de démocratie. Écoutez, nous sommes tous, pour les Béninois qui connaissent le Bénin, et je sais très bien que nous avons un système politique depuis 90 qui fait que les grands partis politiques n'ont pas d'assises réelles pour remporter des élections. À savoir qu'il faut que ce soit des multitudes de partis politiques qui se réunissent et qui choisissent quelqu'un et qui est finalement leur otage à qui ils font faire ce qu'ils veulent faire. Donc, je pense que connaissant vraiment le paysage politique ivoirien, il fallait faire comme M. Talon, le président Talon a fait pour, faire le ménage. Je me rappelle j'ai oublié le nom, c'est Tassa, non? Tassa est ministre des Eaux qui a détourné de l'argent que mis à la disposition, je pense que c'est un financement des Pays-Bas, qu'il a détourné et que même pour le punir, les députés ne voulaient pas lever son immunité parlementaire. Donc la politique, en quelque sorte, partout en Afrique est devenue, un village à immunité, où dès qu'on sent qu'on a un petit problème, ben, écoute, on fait la politique pour éviter des poursuites et autres. Je pense que ceux qui vont dire que Talon a fait des reculs de démocratie, peut-être c'est la lecture, mais moi je trouve que c'est très bien. Il faut que les politiciens sachent qu'ils ont des comptes à nous rendre et que même en plein mandat, on peut peut-être à un moment donné des députés ou certains ministres qui demandent à rendre compte. Donc moi je ne vois pas ça comme un recul de démocratie. Et il faut dire qu'aux hommes politiques, quand ils décident de faire la politique, ils savent très bien que dans ce milieu, il y a des coups bas. Donc moi, ça ne me regarde pas, c'est le problème.
Moi, ce qui nous regarde, nous, en tant que citoyen, c'est ceux à qui on confie le pays. Quel est le résultat? Celui qui fait la politique, il doit savoir qu'il va recevoir des balles perdues, il va recevoir des tirs, et c'est leur problème. Mais ça ne doit pas être un argument pour ne pas faire face à la justice. Et ça n'a que trop duré dans nos pays africains, et surtout au Bénin. Le Bénin n'est pas un pays riche. Le Bénin, c'est un pays qui veut vivre des services. Les services, c'est les impôts. C'est la contribution de chaque personne. Et chaque fois qu'un Béninois ou un Africain en général paye des impôts, il attend un résultat. Et je pense que le Bénin ne s'est pas enrichi en 2 semaines. Il a juste assaini les finances. Il a juste utilisé l'argent qu'il faut à bon escient pour pouvoir, mener sa politique. Pour finir, une dernière chose, on a parlé d'un certain journaliste qui a été kidnappé de Côte d'Ivoire. Il n'a pas été kidnappé. Voilà. Vous voyez, ne piquez pas des thèmes qui n'ont pas de sens. Il a été arrêté à la demande du gouvernement béninois et il a été affecté au Bénin dans les bonnes formes. D'accord? Il est réfugié politique au Togo, pas en Côte d'Ivoire. Il n'a nullement été invité par le gouvernement béninois à assister à un événement. Il y était à titre personnel. Et voilà, c'est tout. Et on a compris qu'il était résident en Côte d'Ivoire. Il n'est pas réfugié politique en Côte d'Ivoire. Il s'est fait réfugié politique au Togo. Et en Côte d'Ivoire, on a montré des preuves qu'il faut que, face à ces publications sur Internet, on l'a arrêté et on l'a transféré à Cotonou. Donc, ce n'est pas, quand vous utilisez le terme, on l'a enlevé, ce n'est pas normal. Vous voyez, les États ont des intérêts. Aujourd'hui, n'importe qui peut rester sur Internet et informer, désinformer, raconter n'importe quoi et ça marche. Moi, je pense que si je ne donne pas 10 sur 10 à M. Talon, c'est justement à cause de ça. Mais je répète, quand on décide de faire la politique, il y a des coups bas. Je l'ai dit, quand il dit il y a des coups bas, ça signifie ce que ça signifie. Mais le journaliste, le supposé journaliste qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, il n'a pas été kidnappé. C'est ce que je ne voulais pas. Parce que quand vous dites qu'il a été kidnappé, au Togo, oui. Mais en Côte d'Ivoire, il n'a pas été kidnappé. Il a été légalement arrêté par les autorités ivoiriennes et transféré aux autorités ivoiriennes. Donc, ne mélangeons pas tout. Maintenant, dire qu'il fallait une certaine intransigeance au Bénin pour assainir la vie politique du Bénin, c'est normal. Il fallait ça. Peut-être que on n'était pas habitué à ça, on était habitué à des compromissions. On voit un peu qu'on a Boniya a fini son mandat, ça a été très très dur. Il était dans des compromissions impossibles. Vous voyez ce que ça a donné? Ça a donné que des gens peuvent détourner. Et si Boniya les avait arrêtés, on avait dit qu'il était dictateur. C'est vrai, on avait besoin de ça. Peut-être qu'à l'avenir, les Béninois ont compris que maintenant, même quand on est politicien, quand on se mêle de quelque chose, on peut payer. Vous savez, il faut des fois être dur. C'est parce qu'on n'est pas assez dur que des gens peuvent faire des coups d'État. Nous, on ne veut pas de coups d'État, il faut être dur. Ceux qui volent, on doit même faire une loi pour dire ceux qui volent. L'argent de l'État, ce n'est pas 5 ans. Ok? Pas parce qu'on est député, ministre, opposant, politicien, que c'est la porte ouverte à toute forme comment on appelle, d'immunité. C'est vrai, il a tapé fort, mais le résultat, il est là. J'espère que le nouveau président, qu'il soit Ouadani ou bien celui de truc, il doit savoir qu'aujourd'hui, la barre est mise, qu'on ne joue plus avec l'argent des Béninois. Moi, je parle de l'argent des Béninois. Hein. Le reste, là, ils font ce qu'ils veulent. L'argent des Béninois. Quand on s'endette pour développer le Bénin, on finance un projet, que ce projet aille à son thème, que de dire, bon, on ne peut pas le mettre en prison, parce que si on met telle personne qui est en prison, je n'aurai pas les voix de son village, de sa région et autres. Tout ça, là, compte au Bénin. Il y a eu un travail qui est fait, c'est pas bien à 100%, mais il faut contribuer à l'améliorer. Je pense que, comme le dit le régime de Talon, on a dit rupture. Et la rupture, elle était très dure pour certains. Mais pour le résultat, moi, en tant que Béninois, je suis fier. Voilà. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Il n'y a pas eu recul de démocratie. Il y a eu moins de vol. Moi, c'est ce qui est important pour moi. S'il y a recul de démocratie, celui qui vient là, l'opposition est là pour ça. Vous êtes là pour vous battre. Mais pour le salaire, vous allez savoir le salaire des ministres. Le nouveau gouvernement qui arrive avec Ouadani, il va vous donner les nouveaux salaires. Si c'est juste ça qui vous emmerde, les gars, ce n'est pas un gros problème. Ok, pour l'instant là, les ministres dont vous ne connaissez pas le salaire ont plus garanti les finances du pays. Je vous remercie. Après, comment sera le bilan? Merci, Djurek. Donc, Kouno, tu veux prendre la parole?
Dorek, il ne veut pas voir ce qu'on dit, c'est son droit. Bon, je sais pas, je vous parlais tout à l'heure, le live, j'ai perdu ma connexion, mais je crois que j'ai presque tout dit. Et je le disais tout à l'heure, le grand défi de Wadagne aujourd'hui, c'est comment convaincre l'électorat béninois que, en plus de tout ce qui est développement, infrastructure qui se fait, et le respect des droits de tous les Béninois. Il faut qu'on arrête d'instrumentaliser la justice béninoise. Et tout ce qui, en tout cas, c'est le droit de l'homme, le respect de la démocratie et tout ce qui accompagne, c'est très important. Et je crois que sur ce terrain, il doit beaucoup jouer sur ça, sinon ça va pas passer. Merci. En ce qui concerne l'instrumentalisation de la justice, c'est quelque chose que j'entends souvent venant surtout d'un certain bon politique. Mais quand on prend les institutions internationales, quand elles évaluent la justice béninoise, on est plutôt bien évalué quand même. Je suis d'accord que les salaires politiques doivent être connus. Je suis tout à fait d'accord sur ça. Mais en matière de transparence, de gouvernance, le Bénin est très bien classé aussi. Donc, selon Siko et Dorek, il n'y a pas eu recul démocratique au Bénin, c'est ça? Moi, je ne vois pas le recul démocratique dont on parle. Des gens qui sont en prison, c'est des gens Il y a aussi des chiffres, hein. Il y a aussi des chiffres qui attestent qu'il y a eu recul. Oui, c'est surtout par rapport à la liberté de presse. C'est surtout des radios qui ont fermé. Mais par rapport aux gens qui sont fermés, c'est des gens qui ont été jugés et condamnés. Merci beaucoup. Tout le monde s'est exprimé. Si le live avait été enfant, je crois qu'on serait plus nombreux, mais bon. On reviendra peut-être avec la surprise du chef que nous fera le parti des autres. On ne sait jamais. Et vraiment, grande leçon à tout le monde. Et même ce qu'il a égrené comme mesure tout à l'heure dans les vidéos que nous avons entendues, c'est ce que nous attendons d'un ministre des Finances quand il arrive. Fermer un peu les portes de saignées d'argent, etc. Et dans mon pays, on a eu un ministre des Finances qui est arrivé il y a quelques mois avec énormément d'espoir, l'ancien directeur Afrique de l'Agence française de développement, donc une maison que je connais bien, et donc un bonhomme qui a été mon supérieur. J'attendais énormément de lui. On est tous déçus qu'aucune porte de saignée financière n'a été fermée. Tous les barons qui captent les deniers publics sont encore là. Les finances publiques sont dans la crise la plus totale. Les choses sont compliquées, mais rien que ça, on n'arrive pas à faire. Et ce n'est pas rien, ce n'est pas facile ce qu'a fait M. Wadani quand il est arrivé. J'espère qu'il a poursuivi dans cette lancée, puisque de toutes les façons, il a réussi à dégager des fonds pour investir ici et là. Le Bénin, on l'a rappelé, n'est pas un pays qui est assis sur des réserves minières extraordinaires pour attendre que ça vienne du ciel. Il doit pouvoir être capable de gérer chaque sou vraiment en bon père de famille, et c'est ce qu'il faut faire, quoi. Donc moi j'espère que je lui souhaite vraiment super bonne chance. On attend quand même que l'autre camp aussi propose son candidat et que d'autres pays suivent ce modèle-là. Le pouvoir ne t'appartient pas. Tu fais un mandat, 2 mandats, tu t'en vas. Tu laisses à d'autres et pas en calcul. On n'a pas parlé d'un point très important. D'un point très important qu'on ne peut pas éviter en Afrique, sinon on n'aurait même pas parlé. La question ethnique, je sais qu'elle se pose en Afrique, elle se pose au Bénin, elle se pose dans la plupart de nos pays, surtout côtiers et forestiers. Ce sont les Sahéliens qui avaient longtemps échappé à cette réalité-là. Alors j'aimerais savoir quand même, est-ce que monsieur qui vient d'être mis en place est-il de la même famille ethnique que monsieur Talon? Ou bien, si oui ou non, est-ce qu'il y aura un problème que non, on ne va pas voter pour lui parce que son ethnie est minoritaire? Ça, je n'en sais rien. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, par rapport à ça, moi, je peux vous dire que le Bénin... Laisse d'abord Kizito, s'il te plaît. Oui. Par rapport à ça, moi, je peux vous répondre que le Bénin a un cas bien particulier parce qu'au Bénin, on distingue 2 grandes zones géographiques. Nous avons le sud du pays, qui est essentiellement fond, et nous avons le nord du pays. On a eu des présidents, on a eu Kérékou qui est venu du nord, on a eu Yaïboni qui est du nord aussi, et la majeure partie de la population béninoise, c'est au sud. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner une élection présidentielle au Bénin si on ne gagne pas au sud. Autant des gens du Nord ont régulièrement gagné au Sud. Même le président Talon, il a fait de très grands scores au Nord du Bénin, bien qu'il soit du Sud. Vous voyez, donc ce clivage ethnique, c'est vrai qu'il y a des discours ethniques, mais
quand on va au vote, j'ai comme l'impression que les Béninois n'en tiennent pas vraiment compte. Soit ils t'adoptent, soit ils ne t'adoptent pas. Ils ne regardent pas vraiment logique. Sinon, Talon n'aurait pas fait le score qu'il a fait au nord du Bénin. Il n'aurait pas fait, puisqu'il est originaire du sud. Et il était opposé à un candidat soutenu par quelqu'un du nord du pays. Sassou était soutenu par Yaïboni, qui était du nord du pays. Mais malgré ça, Talon... Et Zansou est du sud? Zansou est du sud. D'accord. Mais soutenu par Yaïboni, qui est du nord du pays. D'accord. Et dans le cas actuel, Ouadani est du... Ouadani est du sud aussi. D'accord. Il est d'une ethnie qu'on appelle les Adja. Il est proche des fonds. Donc, il est proche de l'ethnie de Talon. Mais la vice-présidence qu'on est en train d'entrevoir, c'est Madame Talata, c'est l'actuelle vice-présidente qui lui seconderait. Elle est du Nord, elle. Mais ce clivage, apparemment, les gens n'en tiennent pas vraiment compte quand il s'agit de voter. Quelqu'un d'autre? Ou vous approuvez ce qu'il a dit? Pas totalement. Je n'approuve pas totalement. Le vote ethnique a existé et continue d'exister au Bénin, de mon point de vue. Maintenant, dire qu'on a voté pour Talon au nord, on a voté pour... on a l'habitude de voter pour Kérékou au sud parce qu'il a duré au pouvoir, c'est important aussi. Mais dire qu'on a voté pour Talon au nord, il y a beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Le vote ethnique existe encore au Bénin. Depuis qu'on a proclamé la candidature de M. Ouadani, j'ai entendu plein de choses et j'ai été surpris qu'on en est encore là. Tous ceux qui, de sa région, étaient de différents partis, ceux de l'opposition comme de la mouvance, tous disent aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de mouvance, c'est notre fils. Si on en est encore là, moi je pense que c'est grave. Donc voilà ce que je peux ajouter. Bon, d'accord, ça nous donne une idée. Moi, ce que je vais dire, c'est que Kizito, ça ne peut pas être tout blanc ou tout noir. Ok, moi je vais te dire une chose. Quand Talon était candidat, et que je vais vous expliquer maintenant, bon allez, je ne vais pas le dire. Quand Talon était candidat, moi il était président 3 ans après, avant que je sache sa région d'origine, déjà. Donc c'est vrai que on peut pas exclure que... Talon est un nom ethnique de chez lui ou c'est un nom qu'il s'est donné après? Non, Talon, c'est pas un nom ethnique. Talon, c'est un nom breton. Talon, c'est ce qu'on appelle les Agoudas. C'est des gens qui sont issus... C'est un nom normand. Voilà, c'est des gens qui sont issus des anciens commerçants de... Talon en arrière-grand-père était blanc. Et ça m'a fait un peu drôle pendant les campagnes de Talon et de Zinsou qui est un peu blanc et qui porte un nom typiquement béninois, se retrouve en train d'être traité de blanc, et Talon qui a un nom de blanc et qui est noir se retrouve en train d'être traité d'être noir. Donc bon, c'est l'Afrique. Et voilà. Mais il faut dire la vérité, contrairement à plusieurs pays en Afrique, Côte d'Ivoire et autres, où l'action, je vais dire, le vote ethnique est très, 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 je vais dire, visible, je rejoins Kizito, ça existe, mais ça ne joue pas un rôle déterminant. Je vais dire que l'appartenance ethnique a peut-être une valeur ajoutée de 10 à 15%. Sinon, le reste, vraiment, les partis politiques sont peut-être au niveau dans les années 60, entre les années 60 à 72, avant le coup d'État de Kérékou, ça avait quand même, mais c'est ça même qui a motivé le coup d'État. On appelait les gars du Nord les Toménous et tout ça, et puis même celui qui a poussé Kérékou à faire le coup d'État, d'après lui-même ses propres dires, c'était pour éviter une guerre ethnique si on condamnait le putschiste qu'on appelle Kouandoté à mort. Il était condamné à mort et que si on l'exécutait, le Nord allait exécuter, les habitants du Nord allaient exécuter tous les fonctionnaires du Sud qui étaient au Nord, et que c'est pour éviter ça que lui-même il a encouragé, qui a encore fait le coup d'État pour que Kouandoté ne soit pas exécuté puis se condamner à mort pour une tentative de coup d'État. Donc voilà, ces problèmes existaient. Mais on ne va pas non plus dire que ça n'existait pas. Moi qui vous dis, ouais, moi je suis du Mono, moi Dany est du Mono. C'est du Sud, mais bon, on est proche des fonds, mais on n'est pas fond.
Voilà, donc c'est une ethnie minoritaire qui est du sud, c'est tout qu'on va dire. Et voilà, la plus grande friction, c'est entre le nord et le sud, et je pense que ça a vraiment disparu. Ça ne joue pas un grand rôle, c'est juste, on va dire, 10 à 15%. 15%, mais c'est trop. Voilà, donc je ne crois pas que ça a peut-être... C'est vrai que si je suis candidat, ma fille, mes enfants vont être avec moi, ça c'est clair. Donc ça peut se jouer, mais à l'échelle nationale, c'est vraiment très insignifiant. De toute façon, les politiques, c'est très mélangé. On voit régulièrement des politiciens du Nord travailler vraiment avec des politiciens du Sud. Si on prend le parti du Boni Yahi, qui est du Nord, son premier vice-président est du Sud. Et il a une influence très grande au sein du parti. Si on prend le jeune le plus en vue dans ce parti, qui probablement serait le candidat, c'est quelqu'un qui est du Nord, mais qui a une très grande assise au Sud. Parce qu'il a grandi et il a passé toute sa vie au Sud. Vous voyez, il s'exprime régulièrement aussi bien dans des langues du Nord que dans des langues du Sud. Du coup, ce clivage, vraiment, ne joue pas beaucoup. D'accord, très bien. Bien, merci beaucoup. On reviendra sur des débats sur le pays. J'espère que l'élection se passera sans heure majeure. Merci à tout le monde pour ce live et abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. À très bientôt. Merci à tous. Bonsoir. Merci. Merci, bonne soirée.